Bienvenue dans le débat de France 24. Ce n'est pas encore le monde d'avant, mais un retour progressif à la liberté de se déplacer. Nombre de pays à travers la planète entament leur sortie du confinement, une rentrée dans la vie réelle pour beaucoup qui doivent réapprendre les gestes du quotidien en y intégrant désormais les fameux gestes barrières ou de distanciation sociale. La crainte d'une seconde vague est dans toutes les têtes, alors que l'épidémie continue de progresser dans de nombreux pays. Déconfinement, la course d'obstacles, on en débat avec ceux qui vous font vivre l'actualité au quotidien sur France 24, au plus près du terrain, avec Zeina Antonios à Beyrouth. Bonjour Zeina. Bonjour. Avec également Fanny Lothaire à Rio de Janeiro au Brésil. Bonjour Fanny. Bonjour. Avec Emmanuel Saint-Martin à New York aux États-Unis. Bonjour Emmanuel. Bonjour Raphaël. Avec Anne Maillet à Berlin pour l'Allemagne. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et puis avec Caroline Dumais au Cap en Afrique du Sud. On va suivre donc ensemble l'évolution de l'actualité mondiale. Où en est-on, Zeina Antonios, au Liban, où en est aujourd'hui la pandémie? Au Liban, on est entré lundi dans la troisième phase de déconfinement parce qu'on était arrivé à un moment où les infections au Covid-19 étaient contrôlées. On a eu plusieurs jours, il y avait une contamination locale à 0 contamination. Et puis, tout d'un coup, on a eu à nouveau une flambée, si vous voulez, d'infections. On avait une centaine de cas, on a eu une centaine de cas en 4 jours dernièrement. Ce qui a poussé les autorités, malgré le lancement de la troisième phase de déconfinement, les autorités ont à nouveau instauré un confinement et une fermeture complète du pays à partir de ce soir et jusqu'à lundi matin. On sait ce qui a provoqué ce reconfinement soudain. Ça a pris la population par surprise. Tout à fait. Les gens étaient étonnés, ils sont un peu perdus parce que d'un coup, on est en plein déconfinement et tout allait bien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu du laxisme de la part de certaines personnes qui n'ont pas respecté, qui étaient infectées, qui n'ont pas respecté les mesures d'isolement de 14 jours, notamment des expatriés libanais qui ont été rapatriés dernièrement dans le cadre des opérations lancées par les autorités. Ces expatriés doivent observer un confinement de 14 jours. Eh bien, certains ont fourni de faux numéros de téléphone. D'ailleurs, quelques-uns sont poursuivis par la justice en ce moment pour cela. Et c'est ce qui fait qu'on a eu, les cas sont repartis à la hausse puisqu'il y a eu des expatriés qui sont rentrés de l'étranger en étant infectés. Évidemment, le déconfinement n'a pas aidé, ce qui fait que les autorités ont décidé de renforcer à nouveau le confinement pour qu'on n'ait pas une seconde vague de contamination. Anne Maillet, reconfinement, hein, la peur est dans toutes les têtes en Allemagne, où l'on a été parmi les premiers à déconfiner, voilà 2 semaines maintenant. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, le déconfinement est déjà vraiment bien engagé en Allemagne. Tous les commerces sont ouverts au public, ainsi que les lieux de culte, les musées ou encore les zoos. Les classes reprennent les unes après les autres le chemin de l'école. Les restaurants commencent à lever le rideau un peu partout en ordre dispersé. Et puis, les autorités ont d'ailleurs également annoncé aujourd'hui la réouverture partielle des frontières, notamment vers la France à partir de la mi-juin. Alors, nous sommes dans un pays fédéraliste et les régions disposent de nombreuses prérogatives. Donc, en gros, c'est le gouvernement fédéral qui dicte la ligne directrice, mais les régions avancent ensuite en ordre dispersé, en fonction de la propagation du virus sur leur territoire. C'est donc en fait une sorte de déconfinement à la carte qui se met en place ici en Allemagne. Qu'est-ce qu'on observe au niveau des contaminations? De manière générale, vous le savez, en Allemagne, les chiffres de la pandémie restent contenus. Le pays compte désormais plus de 171 000 cas recensés et déplore au moins 7 616 morts. Alors, pendant quelques jours, le taux de reproduction est repassé au-dessus du seuil critique de 1, puis il est retombé aujourd'hui à 0,94. On est donc repassé aujourd'hui en dessous de ce seuil qui permet de considérer que l'épidémie recule. Mais enfin, ce qu'on constate aussi ces derniers jours, c'est que plusieurs foyers d'infection ont fait leur apparition dans le pays. Ça concerne notamment des maisons de retraite dans l'est de l'Allemagne, à Greiz, mais aussi
des abattoirs et des usines de transformation de viande dans l'ouest de l'Allemagne, où les travailleurs qui sont majoritairement issus d'Europe de l'Est habitent dans des dortoirs, dans des conditions déplorables. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. Vous vous souvenez peut-être des reportages que nous avons réalisés sur l'industrie de la viande en Allemagne. Et ce secteur et les conditions de travail qui y prévalent favorisent évidemment la progression du virus. Donc, une grande campagne de tests va d'ailleurs être lancée dans ce secteur à partir d'aujourd'hui. Au point, Anne, qu'on envisage un éventuel reconfinement? Alors, le reconfinement au niveau national, non, mais une sorte de stop and go au niveau local. C'est d'ailleurs l'une des mesures phares du gouvernement fédéral, une sorte de mécanisme de freinage d'urgence qui permet de suspendre les mesures de déconfinement si une ville, un canton ou une région dépasse les 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants en 7 jours. Alors du coup, par exemple, en Rhénanie du Nord-Westphalie, autour de cette usine de transformation de viande à Kösfeld, eh bien, les restrictions du confinement ont été maintenues cette semaine, alors que partout ailleurs dans la région, eh bien, on continue à déconfiner. En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain, le gouvernement en est seulement à assouplir très progressivement les mesures de confinement en vigueur depuis mars. D'abord, où en est la pandémie sur place, Caroline Dumais? Bah écoutez, ici, on double les chiffres tous les 8 jours. Hein. Comme vous avez dit, on a en fait le pays le plus touché d'Afrique, avec plus de 10 000 cas et avec plus de 200 morts. Et la pandémie ne fait que continuer, même si on a eu un très léger déconfinement le 1er mai dernier, très léger, parce que ça n'a permis qu'à 1,5 million de personnes de retourner au travail, des secteurs très, très pointus, une partie du secteur minier, quand par exemple la grande distribution, on a seulement réautorisé les magasins qui vendaient par exemple des vêtements d'hiver. Donc, c'est vraiment au compte-gouttes qu'on déconfine et on déconfine un petit peu, si j'ose dire, contre le bon vouloir des épidémiologistes qui craignent ici le pire parce que le virus se propage très, très rapidement. Est-ce qu'on a une idée justement des raisons pour lesquelles il y a autant de cas par rapport au reste de l'Afrique, mais finalement très peu de morts comparé à l'hémisphère nord et à l'Occident? Ben, une chose est très claire, c'est qu'on est le pays africain qui faisons le plus de tests. On a fait 370 000 tests en moins d'un mois. On est en ce moment à 15 000 tests par jour. Pour vous donner une idée, en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils ont confiné, déconfiné, ils n'ont pas fait 20 000 tests. Donc, on fait 20 fois plus de tests que tous les autres pays africains. Donc, forcément, on a plus de cas. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, vous dites que on a des taux de mortalité inférieurs. Je ne pense pas. Plus on s'oriente, en fait, plus on regarde les statistiques et plus on s'aperçoit qu'on a en fait exactement les mêmes taux qu'en Europe. C'est-à-dire que par rapport aux malades, eh bien, on a 10% d'hospitalisation et par rapport à cette hospitalisation, on a 1,8%, moins de 2% de taux de mortalité. Donc, on est en fait à des chiffres très comparables une fois que les Sud-Africains sont contaminés par le corona, à des chiffres très comparables que des chiffres européens. Quelles pratiques sont mises en œuvre pour limiter la pandémie? Et puis, quand sortira-t-on du confinement en Afrique du Sud? On fait tout ce qu'on peut ici. Franchement, la politique sud-africaine, on fait tout ce qu'on peut. Non seulement un dépistage massif, mais aussi port du masque obligatoire, un couvre-feu la nuit de 20h à 5h du matin. On a déployé l'armée dans les rues, on a déployé les forces de police, on a rappelé 70 000 réservistes. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour que ce confinement soit respecté. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en ce moment vraiment partagé entre les épidémiologistes et les économistes. Pour les économistes, ce confinement est trop fort et il faudrait vraiment relancer l'activité économique au plus vite. Et pour les épidémiologistes, eh bien, il faudrait le maintenir le plus longtemps possible, parce qu'on s'aperçoit que la transmission au sein des communautés, la transmission dans les townships se fait très rapidement et les prévisions sont que fin juin ici en Afrique du Sud, on aura tous les jours 26 000 cas supplémentaires. Donc, on s'attend ici au pire, on s'attend à avoir besoin de plus de 15 000 lits d'hôpitaux d'ici un mois ou deux, un pic épidémique en août et en septembre, et le gouvernement est vraiment très, très partagé finalement entre ces économistes et ces épidémiologistes.
Pas vraiment de déconfinement à New York où vous vous trouvez, Emmanuel Saint-Martin. On verra ça dans un instant. Mais New York est toujours le premier foyer aux États-Unis. Oui, pour l'instant, même si effectivement à New York et dans la ville de New York en particulièrement, les choses s'améliorent considérablement. Alors effectivement, en nombre absolu, on reste très loin devant tous les autres États et toutes les autres villes américaines. Pratiquement un quart des morts aux États-Unis dus au coronavirus sont à New York City. On est à presque 22 000 morts à New York City, 27 000 si on comprend l'État, et plus encore avec les trois États qui comprennent, qui composent la zone de la ville de New York. Il y a néanmoins, je vous disais, une amélioration, moins de nouvelles hospitalisations, beaucoup moins. On est arrivé hier à des chiffres qui étaient à peu près ceux du 19 mars, c'est-à-dire et au tout début finalement de cette pandémie. Ici, tous les indicateurs de ce point de vue-là s'améliorent pour ce qui est de la ville de New York et de l'État de New York, mais il y a encore près de 200 personnes qui sont mortes hier à cause du coronavirus. Donc, finalement, les chiffres continuent de monter, mais beaucoup moins qu'il y a quelques semaines ou même quelques jours. De ce point de vue-là, en tout cas, les choses s'améliorent ici à New York. Comment est prévu, Emmanuel, le déconfinement dans cet État donc le plus touché des États-Unis? Ça devrait être très progressif et soumis à des conditions précises. Oui, très progressif. On en est au tout début. Le gouverneur de l'État de New York a annoncé un plan, comme vous l'avez dit, très progressif. Et on va commencer par les parties de l'État de New York qui ne sont pas touchées ou très peu touchées, beaucoup moins touchées que la ville de New York. Et là, on va commencer de rouvrir, mais là aussi, encore, même là-bas, très, très progressivement. Et puis, on ne parle pas encore ni de rouvrir les commerces, ni de rouvrir encore moins les restaurants, les bars, les espaces publics, évidemment, dans la ville de New York. On va commencer par les entreprises qui sont dans la construction notamment, où on considère que c'est plus facile de maintenir la distanciation sociale, les entreprises essentielles évidemment qui vont continuer de fonctionner, mais tout en continuant d'encourager les gens à travailler à domicile et d'encourager les entreprises surtout à laisser leurs salariés travailler à domicile autant que possible. Et ça concerne évidemment énormément de gens dans cette ville de bureaux qui est New York et Manhattan en particulier. Ailleurs aux États-Unis, Emmanuel, la situation est loin d'être sous contrôle avec de nouveaux foyers épidémiques et puis un manque de coordination dans le déconfinement. Oui, alors, le manque de coordination, vous savez, c'est effectivement un État fédéral. Le pouvoir appartient principalement aux États et très souvent aussi, d'ailleurs, il y a des différences même au sein des États entre des villes, des comtés. Donc, effectivement, tout cela donne l'impression de quelque chose d'assez chaotique et c'est parfois le cas. Et puis, vous l'avez dit, il y a des foyers un peu partout. Alors, la ville de New York, la capitale fédérale, par exemple, en est devenue avec un pic récent, mais aussi certains comtés un peu partout, dans le Midwest, dans le sud des États-Unis et ailleurs. Au total, finalement, cela fait que pour les États-Unis, on en est plutôt à un plateau. On n'est pas à la baisse qu'on voit en Europe, on n'est pas à la baisse qu'on voit non plus pour le seul État de New York ou la seule ville de New York City. On est plutôt sur un plateau qui se prolonge sans qu'on sache vraiment pour l'instant où on va, dans la mesure où ces foyers sont assez épars. On a évidemment, comme c'est le cas dans d'autres pays et dans d'autres parties du monde, des foyers importants dans des maisons de retraite, dans des usines de traitement de la viande, par exemple, également ici dans le Midwest. Donc, tous ces foyers-là, évidemment, sont des sujets d'inquiétude pour les autorités sanitaires ici, dans la mesure où on ne sait pas si on est capable de contrôler ces outbreaks, comme on dit ici en anglais, dans les différents États américains, évidemment. Pas de coordination non plus entre le sommet et les régions. Au Brésil, Fanny Lothaire, c'est même parfois la franche opposition. D'abord, où en est la pandémie dans le pays? Le bilan officiel est contesté par les études. Y a-t-il une sous-déclaration des cas, comme certains l'affirment? Oui, écoutez, chaque jour, on a l'impression que les chiffres doublent presque. Je regardais il y a quelques heures, il y avait 11 500 morts déclarés officiellement. Et puis voilà que le bilan vient de monter à 12 500 morts. C'est pour vous dire, c'est un bilan qui dépasse déjà celui de certains pays européens. Et ce sont des chiffres, vous l'avez dit, qui sont difficiles à vérifier parce qu'il est impossible pour les services de santé brésiliens qui sont déjà saturés avant même la pandémie, de faire face à l'arrivée massive de patients comme ça dans leurs services hospitaliers publics qui manquent cruellement de moyens. Alors, il y a un triage pour les cas les plus graves, et puis il y a ces Brésiliens qui ont peur de se rendre aussi à l'hôpital ou dans les cliniques publiques et qui, du coup, finissent par mourir chez eux. Résultat, selon les épidémiologistes de l'Université de São Paulo, eh bien, on aurait 15
à 20 fois plus de cas au Brésil. Il y a donc clairement une sous-évaluation du nombre de cas et de décès ici. La population est-elle confinée aujourd'hui? Si oui, dans quelle ville, quelle région? Et puis, le président Jair Bolsonaro, on le sait, il est notoirement hostile. Pour quelle raison? Et est-ce qu'il a, lui, le pouvoir de déconfiner? Alors oui, c'est un petit peu à l'inverse de Anne en Allemagne. Hein, on parlait du confinement à la carte, et bien du déconfinement à la carte. Et bien chez nous, c'est le confinement à la carte. C'est-à-dire que c'est un État fédéral. Et donc, même si Jair Bolsonaro veut imposer un déconfinement graduel, pour lui, selon lui, un confinement vertical, c'est-à-dire seulement des populations à risque, des plus fragiles, eh bien, ce sont les gouverneurs des États qui décident. Et pour l'instant, eh bien, dans les 27 États brésiliens, ils ont plutôt décidé un confinement assez strict pour certains États. Par exemple, à Rio, eh bien, les lieux publics de rassemblement, les stades, les salles de concert, les commerces, les écoles sont fermées. La police militaire vient d'être déployée pour essayer de limiter les agglomérations dans la rue parce que il y a quand même, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, un certain relâchement dans les rues de Rio. Pareil à São Paulo, où il y a le pic de l'épidémie est là-bas. Et puis, il y a d'autres États où c'est vraiment la catastrophe. Je pense au nord du pays, par exemple à Manaus, dans le Pará, c'est-à-dire les États d'Amazonie, où là, eh bien, c'est une explosion de cas, une explosion de décès, et ils ne sont pas capables de faire face au nombre de lits. Il n'y a pas de lits suffisants dans les hôpitaux là-bas. Il n'y a pas non plus assez de place dans les cimetières. C'est donc la catastrophe. Et donc, ils sont en train de penser à un confinement beaucoup plus strict, comme vous avez vécu en France, par exemple. Le coronavirus qui n'arrive pas comme une page blanche dans des pays qui bien souvent étaient déjà en proie à des difficultés. C'était le cas très clairement au Liban. Zeina Othonios, un pays en véritable crise politique avant même l'arrivée du coronavirus. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que d'une certaine manière, la crise sanitaire a accentué la crise tout court? Tout à fait. Et si vous me permettez déjà, avant de répondre à cet aspect économique, j'aimerais juste commenter que par rapport à tous ces cas qu'on a entendus dans ces pays, le Liban est épargné, je dirais, par rapport aux cas, puisqu'on ne compte que 26 décès pour l'instant et qu'on a compté en tout à peu près 900 contaminations, dont 600 qui sont encore contaminés et les autres qui ont guéri, ou bien on a cette vingtaine de décès. Donc, je pense que ces chiffres sont très significatifs par rapport à d'autres pays où le nombre de décès est absolument affolant. Donc, par rapport à cette crise sanitaire et comment elle est en train d'affecter le pays, eh bien, de manière, enfin, on va dire du côté économique, le Liban est dans une crise économique depuis plusieurs mois déjà. Ça avait commencé avant le coronavirus. Et le coronavirus n'a fait qu'empirer les choses parce que les autorités ont bien entendu imposé un confinement, imposé la fermeture de plusieurs commerces qui n'étaient pas jugés comme nécessaires. Donc, il n'y avait que les commerces alimentaires, les pharmacies, etc., qui restaient ouverts. Et bien sûr, ça a eu des incidences très négatives sur la vie économique, notamment au niveau des travailleurs journaliers. Je pense aux chauffeurs de taxi, je pense aux gens qui n'ont pas de salaire fixe, je pense aux petits commerçants. Évidemment, la paralysie économique a entraîné beaucoup plus de précarité. Et évidemment, on est en pleine inflation. Donc, vous pouvez imaginer par rapport au prix aussi. En Afrique du Sud aussi, le déconfinement crée des tensions. Caroline Dumais, il y a des mouvements d'impatience, de colère. Comment est ressenti ce confinement dans les quartiers pauvres, les fameux townships? Absolument. Il y a eu, en fait, à la fin mars, au moment où on commençait à confiner tout le monde, il y a eu énormément de manifestations qu'on a qualifiées, à tort ou à raison, d'émeutes de la faim. Parce que les manifestants criaient « j'ai faim » et ils criaient qu'ils allaient mourir du coronavirus. Ils allaient plus mourir de faim que du coronavirus. Finalement, rétrospectivement, on s'est aperçu quand même que ces pillages et ces manifestations étaient souvent incités, organisés par les gangs. D'ailleurs, curieusement, ils étaient seulement dans la province du Cap où les gangs sont très, très actifs. Ils n'étaient pas beaucoup dans le reste du pays. Et on s'est aussi aperçu que sur les magasins qui ont été pillés dans la province du Cap, par exemple, dans la dernière semaine de mars, sur 65 magasins qui ont été pillés, eh bien, il y en a eu 45, c'était des boutiques d'alcool, en fait. Ils pillaient les boutiques d'alcool. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce qui agace les Sud-Africains, c'est pas tant le confinement. C'est vrai que c'est difficile de rester
quand on habite dans un bidonville de 4 mètres sur 4 de rester chez soi, et d'ailleurs on ne reste pas chez soi, mais c'est le fait que le gouvernement empêche les Sud-Africains d'acheter leurs cigarettes et leur alcool. Depuis le 26 mars, donc ça fait bientôt 2 mois, que les Sud-Africains ne peuvent pas acheter de bière, ne peuvent pas acheter de cigarettes, et ça rend le pays très nerveux, un peu fou d'ailleurs. Et les explications du ministère de la Santé derrière cette prohibition d'alcool et de cigarettes, pour l'alcool, c'est parce que ça a réduit, ça a divisé par 2 le nombre d'admissions aux urgences dans les hôpitaux sud-africains. Il faut absolument s'assurer qu'il y a assez de lits pour les malades du corona. Et pour la cigarette, c'est qu'on se repasse, vous savez, le mégot de bouche en bouche, et donc ça accélère la propagation du corona. En tout cas, aujourd'hui, le grand débat, il est plus sur la faim, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de distribution alimentaire. Il est sur, doit-on ou pas reprendre les ventes d'alcool et les ventes de cigarettes en Afrique du Sud. Au plan sanitaire, Caroline, les Sud-Africains, contrairement à beaucoup d'autres pays sur le continent, bénéficient d'une forme de couverture maladie. Pas vraiment d'une forme de couverture maladie. Vous savez, c'est un peu un système à 2 vitesses avec les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Mais bon, c'est gratuit dans les hôpitaux publics. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller à l'hôpital public et se faire soigner gratuitement. S'il n'a pas de revenus, il se fera soigner gratuitement. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'une sécurité sociale finalement pour se faire soigner à partir du moment où on est pris en charge gratuitement. Le confinement crée des tensions sociales au Brésil également, Fanny Lothaire. Et on observe des manifestations. Qui sont ces manifestants? Et puis que montrent aussi les sondages de l'opinion dominante aujourd'hui des Brésiliens? Ben oui, puisque en fait, comme chaque État décide, il y a une ligne politique qui n'est pas vraiment claire et unique. Et bien du coup, entre la position du gouvernement de Jair Bolsonaro et la position des gouverneurs, et bien les Brésiliens ne savent plus trop où donner de la tête. Et donc, cela crée beaucoup de tensions, hein, on le voit, entre ceux qui évidemment sont partisans d'un confinement et restent chez eux, et puis ceux qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de sortir et qui du coup sont dans les rues et continuent à faire fonctionner leur petit commerce, même lorsqu'il n'est pas un commerce vital nécessaire, au risque de se faire fermer de force par la police militaire qui patrouille et qui observe dans les rues. Et donc c'est un entre-deux qui est très difficile à gérer pour les Brésiliens parce que forcément ceux qui sont dans la rue et qui travaillent accusent ceux qui défendent le confinement d'avoir un privilège de classe, un privilège de riches, hein, clairement. Ceux qui peuvent rester chez eux, eh bien, sont ceux qui ont les moyens de rester chez eux. Et puis, donc, eh bien, ce sont souvent les classes les plus populaires. Hein. Je pense à ces 13 millions de Brésiliens qui vivent dans les favelas et qui sont obligés d'aller travailler, hein, qui sont vendeurs de rue, domestiques, ouvriers, serveurs, enfin voilà, toute une série de travail, d'emplois qui sont nécessaires à continuer à faire vivre, même au ralenti, l'économie brésilienne. Et puis de l'autre côté, il y a les fervents défenseurs de Jair Bolsonaro qui ne comprennent pas pourquoi on veut confiner à tout prix leur pays, qui sont persuadés que ça ne marche pas, le confinement forcé, qui sont persuadés que le virus va faire plus de mal à l'économie qu'à la santé du pays. Et selon les derniers sondages, eh bien, 38% des Brésiliens étaient favorables au déconfinement, alors même que le pays n'a pas vécu son pic de pandémie. Et c'est un chiffre qui augmente chaque jour, malheureusement. Des tensions qu'on observe aussi, alors à un degré moindre, Anne-Maï, en Allemagne, cette fois entre Angela Merkel et les régions. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait une belle harmonie au début de la crise sanitaire entre les régions allemandes et l'État fédéral. Tout le monde parlait d'une seule voix. Et puis, au bout de quelques semaines de confinement, eh bien, les ministres présidents de ces régions se sont impatientés. Ils ont exigé un retour très rapide à la normale, alors qu'Angela Merkel, la scientifique, continuait à miser sur la plus grande prudence. Mais en Allemagne, ces chefs de région ont énormément de pouvoir. Chaque land a ses propres règles et au final, chaque land a donc son propre mode d'emploi et son propre agenda pour le déconfinement. En tout cas, pour Angela Merkel, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué à mesure des semaines qui passent de discipliner les régions. Certains y voient son autorité discréditée, mais la parole de la chancelière en ce moment reste très écoutée malgré tout. Aujourd'hui, au Parlement, d'ailleurs, elle a rappelé que le coronavirus était et restait une menace pour chacun et elle a appelé une nouvelle fois tous ses concitoyens à respecter les gestes barrières, chose qu'elle fait très régulièrement ces derniers temps.
Au-delà des présidents de région, on sent au sein même de la population monter cette impatience d'un retour à la normale à travers notamment des manifestations. Oui, on le sent du côté des responsables politiques locaux qui s'inquiètent pour leurs économies respectives, mais aussi au sein de la population avec des manifestations notamment qui se multiplient contre les restrictions. Et ces manifestations, elles inquiètent beaucoup les autorités car elles réunissent des membres de l'extrême droite, des membres de l'extrême gauche, des conspirationnistes, mais aussi des Allemands qui ne sont pas radicaux, mais qui n'en peuvent tout simplement plus de ces restrictions. Et tout cela donne un mélange assez détonnant avec des milliers de personnes qui se réunissent le samedi, par exemple, à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, ou à Berlin. Dans ces manifestations, évidemment, les distances ne sont pas respectées, ce qui n'arrange pas les choses et fait craindre aussi une flambée d'infections. En fait, de manière générale, la population reste très divisée sur le rythme du déconfinement, mais on voit que les appels à la prudence ont de moins en moins de prise sur l'opinion publique. Il y a un sondage qui a été publié hier qui montre que 47% des personnes interrogées disent encore vouloir éviter autant que possible de sortir de chez elles. Il y a un mois, elles étaient 57% à dire je reste aussi longtemps possible chez moi. Donc ça fait une différence de 10 points déjà en un mois. Mais on voit quand même en Allemagne au quotidien que les Allemands n'en sont pas du tout encore à avoir repris leur vie d'avant. Les commerces, par exemple, sont quand même encore assez vides. Donc la population est très partagée. On évoquera dans un instant avec vous les effets sur l'économie allemande. Emmanuel Saint-Martin, aux États-Unis, il y a une colère qui s'est manifestée dans plusieurs États du pays face au confinement. C'en est aujourd'hui. Et puisqu'on peut parler d'un mouvement spontané parti de la base ou bien très encadré d'un mouvement militant. Alors, encadré, sans doute pas, mais militant et politique, oui, très clairement, puisque ces manifestations, on les avait vues avec les fameuses casquettes rouges aux couleurs de Donald Trump, Make America Great Again, notamment. C'était un mouvement, effectivement, très ancré dans la droite du parti républicain, finalement. Alors, il n'a pas vraiment, c'était il y a quelques semaines que ça a commencé, ça s'est pas vraiment étendu, parce que très vite, on a vu que la majorité des citoyens américains, mais eux, étaient plus inquiets, pour l'instant encore, pour leur santé, et que tous les sondages montraient qu'ils voulaient prendre des précautions maximales contre cette maladie, en tout cas à l'époque. Donc ce mouvement-là, ce mouvement militant, il ne s'est pas étendu. Après, c'est certain que le confinement, comme on l'a dit, notamment en Allemagne et ailleurs, eh bien, les gens commencent à avoir une certaine impatience. Et on le voit dans les chiffres, puisque il y a des chiffres qui ont été révélés d'une enquête sur l'utilisation, vous savez, des téléphones portables qui permettent des données anonymisées et qui permettent de savoir si oui ou non les gens simplement sortent de chez eux. Eh bien, on a vu cette semaine un changement, quels que soient les États, à travers tout le pays, et quelles que soient d'ailleurs les réglementations locales. On a vu qu'il y avait une baisse assez importante du nombre de gens qui étaient vraiment restés confinés chez eux, à peu près 11% au total de baisse par rapport à la semaine précédente, et encore une fois, quelles que soient d'ailleurs les réglementations locales. Donc on voit bien qu'il y a une certaine impatience qui n'a pas d'ailleurs forcément de correspondance politique, mais qui en tout cas est là sur le terrain. Les gens ont envie et surtout ont besoin, pour beaucoup, pour des raisons économiques aussi dont on parlera, de sortir de chez eux, c'est certain. Quelle trace laissera cette crise du coronavirus dans les pays, bien sûr, qui ont été frappés parfois de plein fouet? Vous nous le disiez, Zena Antonos, le Liban, finalement, au plan sanitaire jusqu'à présent, reste relativement épargné. Néanmoins, on peut le dire, il affronte aujourd'hui cette crise, une de plus, serait-on tenté de dire. Vous nous en avez parlé, notamment de cette crise économique et politique. La population peut-elle encore supporter d'autres phases de reconfinement? Et puis, s'agissant de l'économie du pays, comment le gouvernement compte rembourser cette dette sur laquelle il a fait en partie défaut? Où en sont les discussions avec le FMI? Risque-t-il tout simplement le Liban de perdre à terme sa souveraineté financière et politique? Je pense que vivre une nouvelle phase de confinement pour les Libanais serait très difficile au niveau économique, puisque déjà on a entamé la troisième phase de déconfinement et que les gens ont commencé à respirer un tout petit peu, à reprendre leurs activités économiques. Je pense que cette fermeture du pays pendant les 4 jours qui viennent pourrait aider à avoir moins de taux d'infection. Mais les autorités ont dit que dimanche soir, elles allaient faire le point à nouveau pour voir si le confinement allait continuer. Évidemment, les Libanais ne peuvent plus faire face parce qu'ils sont aussi dans un état de détresse à tous les points de vue. On a vu des gens qui étaient déjà dans la précarité
qui ont sombré encore plus dans la précarité aujourd'hui, qui sont obligés de demander des aides alimentaires. L'État a également donné quelques aides, mais elles n'étaient pas suffisantes. On a vu des chauffeurs de taxi, un chauffeur de taxi mettre le feu à son véhicule parce qu'on l'empêchait de travailler. On a vu des pères de famille s'immoler par le feu, ou tenter, de s'immoler par le feu. Certains avaient réussi par le passé à s'immoler par le feu pour des raisons économiques, donc détresse à tous les points de vue. On parle aussi de ces personnes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, de ces personnes qui se retrouvent dans la rue. On a de plus en plus de SDF. C'est une chose qu'on ne voyait jamais avant au Liban. Alors, pour parler des risques et des risques au niveau politique et surtout aussi des négociations qui viennent de commencer aujourd'hui entre le Liban et le Fonds monétaire international, eh bien, au début du mois, les autorités libanaises avaient officiellement demandé l'aide du FMI pour redresser le pays au niveau économique. Et aujourd'hui, ça se passe un peu loin des médias. C'est des discussions qui ont commencé entre une délégation du FMI, le ministre des Finances libanais et le gouverneur de la Banque centrale, entre autres, discussions qui se font par visioconférence et qui portent sur un plan de redressement économique qui prévoit, entre autres, la restructuration de la dette du pays, et évidemment aussi la restructuration du secteur bancaire qui affiche beaucoup de pertes et la restructuration de la fonction publique, entre autres, et aussi du secteur de l'électricité. Pour terminer, juste par rapport à la restructuration de la dette, on sait que les pourparlers ont commencé de manière non officielle entre le Liban et ses créanciers dans les coulisses, et ces discussions pourraient encore prendre quelque temps. Merci. Caroline Dumais, en Afrique du Sud, quelle trace laissera cette pandémie et le confinement sur le pays? Et puis, le président, Cyril Ramaphosa, a annoncé un plan de soutien exceptionnel pour soutenir justement l'économie et les populations. Est-ce que ça, les Sud-Africains y croient? Est-ce que ça peut relancer l'Afrique du Sud? Ah oui, bien sûr, ils y croient parce que c'est très concret. En fait, il a annoncé 500 milliards de rands, c'est quand même 10% du budget, qui est distribué à peu près tous les secteurs de l'économie et de la société. Alors, ça va des aides fiscales aux aides aux banques, en passant par la création d'une sorte de revenu minimum pour ceux qui n'ont rien. Donc, tout ça, c'est très concret, même si on sait que cette aide sera finalement financée par les institutions internationales. Donc, ça va encore accroître la dette, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, ça a été très, très bien accueilli et tout le monde attend que l'État les aide, en fait. Les populations attendent beaucoup de Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que ça va changer pour l'Afrique du Sud? C'est très difficile à dire car on est encore loin de notre pic épidémique qui devrait être en août et en septembre. Mais on prévoit qu'il y aurait en Afrique du Sud 5 à 7 millions de chômeurs supplémentaires et on prévoit une contraction du PNB de 6 à 10%. Donc, on avait déjà un pays qui était quand même en récession, qui avait beaucoup de mal à se sortir des années Zuma, qui ont été des années de très forte corruption, où toutes les sociétés para-étatiques sont été en banqueroute, que ce soit de la société d'électricité, nationale d'électricité ESCOM ou la société d'aviation SAA. Toutes ces sociétés sont en banqueroute et maintenant on se retrouve avec cette charge du coronavirus. Et au-delà des grandes sociétés, c'est évidemment tout le tissu des PME qui aujourd'hui est en train d'exploser et c'est très très inquiétant pour l'Afrique du Sud. Fanny Leterre, l'économie brésilienne était déjà à la peine avant l'arrivée du Covid-19. Dans quel état cette crise va-t-elle laisser l'économie du pays? Et puis le président Bolsonaro, il a perdu son ministre de la Justice, Sergio Moro, il y a quelques jours. Il est menacé, lui, au plan judiciaire. Oui, c'est tout un contexte où le coronavirus ne fait qu'ajouter un problème à de multiples problèmes déjà existants au Brésil. Les économistes prévoient une baisse de près de 5% du PIB. L'économie brésilienne qui était déjà à la peine et qui est fragilisée par les démissions, les renvois que connaît le gouvernement. Je le rappelle, il y a quelques semaines, le président brésilien a renvoyé son ministre de la Santé car il n'était pas d'accord sur justement le durcissement du confinement. Et
puis, une semaine après, eh bien, c'est le ministre de la Justice qui a démissionné, Sergio Moro, qui est connu pour être un défenseur anti-corruption. C'est lui qui avait jugé l'affaire Lava Jato, c'est lui qui avait mis en prison Lula. C'était donc un trophée dans le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui voulait se présenter en défenseur contre la corruption au Brésil, en lutteur contre la corruption au Brésil. Et donc tout cela s'ajoute à la pandémie, et l'économie brésilienne est vraiment à la peine, et c'est un gros chantier pour Jair Bolsonaro, qui fait confiance jusqu'à présent à son ministre de l'économie, mais on l'a vu, le dollar, le réal, pardon, a chuté. Je crois qu'1 dollar maintenant équivaut à 6 reais, alors que juste avant la pandémie, nous étions à 4. C'est donc un gros problème pour l'économie brésilienne. Ouais. Et puis également pour la crédibilité de Jair Bolsonaro, qui depuis le début de son élection s'était posé un petit peu en défenseur de l'économie brésilienne, qu'il allait remettre l'économie brésilienne sur le devant de la scène, notamment grâce au partenariat mis en place avec les États-Unis. Et on voit, eh bien, la pandémie a révélé de grandes incertitudes ici. Anne Maillet, quelle trace laissera la pandémie et le confinement sur l'économie allemande? Et puis au plan politique, Angela Merkel sort-elle renforcée pour sa fermeté, son anticipation, au contraire affaiblie dans ses relations avec les Länder? Et puis aussi l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que l'Allemagne consentira longtemps à avoir laissé filer les déficits et puis la BCE mener cette politique qu'on qualifie aujourd'hui d'accommodante? Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que l'économie allemande qui est portée sur les exportations, elle s'est prise de plein fouet cette crise sanitaire. Donc, quelques chiffres. En quelques semaines, l'activité économique s'est contractée de 20 à 25%. 7,5 millions de personnes sont en chômage partiel. La crise, en tout, va coûter 300 milliards d'euros de produits intérieurs bruts à l'Allemagne. Donc, a priori, l'économie allemande ne retrouvera pas ses niveaux d'avant la crise, avant l'automne 2001. Alors, tout le monde espère évidemment que ça va se normaliser au plus tard cet été, d'autant que, vous le savez, l'économie allemande, le gouvernement allemand, pardon, a vraiment sorti l'artillerie lourde pour sauver ses entreprises et son économie. Et ça, c'est peut-être justement une des leçons, ou en tout cas l'une des surprises de la crise ici en Allemagne, parce qu'on a vu en fait qu'en l'espace de quelques semaines, eh bien, des dogmes politiques qui semblaient absolument inébranlables en Allemagne sont tombés. Plus de 1 000 milliards d'euros ont été débloqués par le gouvernement fédéral. C'est la fin du fameux Schwarze Null, le zéro noir, qui symbolise en Allemagne des comptes à l'équilibre. Donc, en gros, la discipline budgétaire à l'allemande, eh bien, elle a sauté, et c'était encore impensable il y a quelques mois. Et donc, malgré les décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle allemande et qui évidemment font très peur ici en Allemagne parce qu'elles ont énormément d'implications, on voit mal comment l'Allemagne pourrait refuser à ses partenaires européens dans les mois qui viennent l'aide qu'elle s'est octroyée à elle-même, d'autant qu'elle aura besoin, elle aussi, de ses partenaires économiques pour relancer sa propre économie. Et puis bon, il faut rappeler aussi que l'Allemagne va prendre la présidence tournante du Conseil européen à partir du mois de juillet. Ce sera vraiment les mois déterminants pour sortir de cette crise sanitaire et économique. Et comme d'habitude, Angela Merkel devrait vraisemblablement chercher avant tout le compromis pour que l'économie allemande et européenne s'en sortent au mieux. Emmanuel Saint-Martin à New York, les États-Unis, première superpuissance du globe, ressortiront affaiblis à n'en pas douter de cette crise, et à commencer par leur président, Donald Trump, dont il ne faut pas oublier qu'il joue en ce moment même sa présidence, même si on parle assez peu de l'élection présidentielle. Oui, exactement. Alors, pour ce qui est de l'économie, effectivement, c'est un pays, c'est une économie ravagée qui sortira de cette crise. Alors, par rapport à l'Europe, notamment, vous savez qu'ici, il y a beaucoup moins de filets de sécurité, beaucoup moins d'aides disponibles. Et il y a notamment pas ce fameux chômage partiel, chômage technique qui existe dans beaucoup de pays européens. Ici, bien, la seule solution pour beaucoup d'entreprises, c'est simplement de mettre les gens au chômage en espérant éventuellement les réembaucher plus tard. Ce qui fait qu'évidemment, on se retrouve avec 20 millions de chômeurs et sans doute chiffre très sous-estimé. En réalité, on estime qu'on arrivera à des taux de chômage de 20% très rapidement. Il faut se souvenir qu'on était à 3,5 juste avant cette crise. C'est donc un bouleversement, un choc considérable et qui risque de durer. C'est ça qui inquiète surtout, et ça inquiète notamment la Maison Blanche, vous l'avez dit, ça inquiète aussi les économistes. Et par exemple, Jérôme Powell, ce matin, a fait un discours. Jérôme Powell, vous savez, c'est le patron de la Banque fédérale américaine, voix très écoutée, très entendue ici. Eh bien, il a fait un discours pour expliquer qu'il serait sans doute nécessaire d'avoir d'autres aides
publique. On en est déjà à des milliers de milliards de dollars distribués, évidemment, faisant exploser les déficits publics américains qui étaient déjà très élevés. Eh bien, ce patron de la Banque fédérale américaine dit oui, il va sans doute falloir de nouvelles aides publiques, au grand dam d'ailleurs des républicains qui commencent à trouver que ça fait beaucoup, mais vous l'avez dit, un côté politique aussi. C'est très important. Donald Trump, lui, est obsédé par cette situation économique, ce qui le conduit d'ailleurs à faire des erreurs du côté de la santé et à avoir beaucoup d'errements de ce côté-là. Mais il pense que la priorité, ça doit être la reconstruction de l'économie, la relance de l'économie américaine très, très rapidement. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il voit les sondages, évidemment. Et les sondages ne sont pas bons pour lui. Il y a une baisse très importante du nombre d'Américains qui considèrent qu'il a bien géré cette crise. Il a un taux d'approbation qui s'est effondré ces derniers jours avec 41% dans un sondage publié hier. Et il est maintenant assez loin derrière Joe Biden dans les sondages nationaux, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade. On est encore très loin de l'élection de novembre prochain. Mais c'est évidemment un sujet très important d'inquiétude pour Donald Trump et pour la Maison-Blanche en ce moment. Merci Emmanuel Saint-Martin. On arrive au terme de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos correspondants, à Anne Maillet qui était avec nous en direct de Berlin, à Fanny Lotter qui était à Rio de Janeiro au Brésil, à également Zeina Antonios à Beyrouth au Liban. Et puis également avec nous depuis le Cap en Afrique du Sud, c'était Caroline Dumais. Voilà, merci à vous cinq d'informer quotidiennement les téléspectateurs de France 24 de la réalité du terrain et de la lutte contre le coronavirus dans les pays dans lesquels vous vous trouvez. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous sur France 24. Prochain débat, c'est demain jeudi.